Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver avec un nouvel invité aujourd'hui pour une heure d'émission. Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, chef d'entreprise, producteur de spectacles et d'humoristes français, de Nicolas Canteloup, en passant par Alex Lutz, Fari, Verino ou encore Panayotis Pasco, jusqu'au groupe Les Coquettes, sans oublier Philippe Cavrivière, dirigeant de différents théâtres parisiens. Jean-Marc Dumonté, notamment à l'origine du festival Paroles citoyennes qui se déroule en ce moment jusqu'au 22 mai avec pour thème les guerres et l'identité. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Marc Dumonté. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur Radio J. Avec plaisir. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous recevoir, de vous découvrir dans cette émission qui a un ADN très particulier, tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels? Jamais résigné, optimiste et engagé. Voilà. On va voir si ça colle. Et je vais en rajouter un 4e, jamais rassasié. Jamais rassasié. Voilà. Mais écoutez, c'est vraiment c'est en parallèle avec le jamais résigné. C'est tellement le sentiment que vous m'avez donné Voilà. en travaillant cette émission. On va en parler ensemble. Alors, on démarre bien sûr par le début, toujours le début. Jean-Marc Dumonté, vous êtes né un 17 février dans les années 60 à Bordeaux. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? Un cadre très très bourgeois. Mon père était notaire, très sage, j'étais bon élève, je causais pas de problème. C'était ça le cahier des charges qui était donné au fond à l'époque. Il fallait pas que les enfants posent de problème, donc je n'en posais pas. Ça se passait bien pour moi. Voilà, il y avait pas d'aspérité. On parlait pas mal politique. Là, je grandis un peu, je vieillis un peu. On parlait pas mal politique à la maison et donc vers l'âge de 13-14 ans, ça va devenir vraiment une de mes passions. Oui. Voilà, je vais me mettre beaucoup à lire la presse à 14-15 ans. Et j'ai pas perdu cette habitude. Voilà, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu la chance d'avoir une enfance au fond assez banale, mais assez aimante du côté de mes parents. Et assez heureuse, voilà. C'est le sentiment que vous nous donnez. Vous avez une passion pour la presse écrite, Oui. notamment, et vous êtes conservateur. Oui. Le Monde. Alors, je suis conservateur Libération. de journaux. De journaux. Hein, je suis conservateur De journaux, entendons-nous de bien. journaux, voilà. Autrement, je suis pas très conservateur, non. Mais effectivement, j'ai le goût de l'archive. Voilà, C'est si ça. c'est ça votre propos. J'ai le goût de l'archive et j'achète le journal Le Monde depuis que j'ai 15 ans. Depuis 81, depuis la campagne électorale de Jacques Chirac. Parce que j'avais assisté au meeting de Michel Debré en septembre 80, au meeting de Jacques Chirac en 81 à Bordeaux et à Royan. Et donc, je conserve toute la presse depuis ce moment-là. En tout cas, Le Monde. Et Voilà. on va voir qu'il va y avoir une importance, une incidence dans votre vie avec tout ce que vous venez de nous dire. Vous êtes au départ programmé pour devenir notaire, comme Ouais. votre père et votre grand-père. Mes 2 grands-pères. Vos Même. 2 grands-pères. Vous allez choisir un tout autre secteur. Vous allez devenir journaliste. Mais avant cela, vous obtenez une maîtrise de droit des affaires. Vous sortez diplômé de Sciences Po Bordeaux. Évidemment, la politique, filière service public quand même. Et vous devenez journaliste. Pourquoi journaliste finalement? Alors, c'est en même temps que mes études. Quand Oui. j'ai 20 ans, pendant que je fais du droit et Sciences Po, que je deviens le correspondant du quotidien de Paris. Pourquoi le journalisme? Parce que quand j'avais 17 ans, j'ai organisé des conférences à Bordeaux avec un philosophe qui s'appelait Jean-Marie Benoît. Ça faisait partie de la nouvelle philosophie qu'avait écrit Marx est mort. Et avec Dominique Jamet, qui était le rédacteur en chef du quotidien de Paris. Et je lisais toute la presse, dont le quotidien de Paris, et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas de correspondant. Et j'ai proposé d'être le correspondant, parce que quand vous avez 20 ans, vous pensez que tout est simple, et donc tout est simple, Et effectivement. que tout est possible, Voilà. surtout. Et donc, je suis devenu leur correspondant. J'ai beaucoup travaillé pour eux. Je faisais une 15aine de papiers par mois. Dans tous les secteurs, je faisais du foot, parce que les Girondins de Bordeaux étaient une équipe très en vogue à l'époque, et qui était aux premières places du championnat et de la Coupe d'Europe. Je faisais évidemment du vin, je faisais de l'économie, je faisais de la politique. Je suivais
la politique, quand François Mitterrand faisait un déplacement, qui était le président de la République à l'époque, en 86, faisait un déplacement à Latché, je suivais le président de la République. Donc c'était assez génial et ça a attisé et aiguisé beaucoup ma curiosité. Et voilà, donc j'ai fait... C'était pas une bifurcation à ce moment-là. C'était un complément pendant mes études, mais moi j'étais vraiment convaincu de devenir notaire. Et après ma maîtrise de droit, j'ai commencé le notariat. Puisqu'après la maîtrise, donc il y avait 3 ans pour faire l'école de notariat. Mais vous n'avez jamais été notaire. Et j'ai jamais été notaire parce que quand vous n'êtes pas trop idiot avec un code civil, vous arrivez à vous en sortir. Donc j'ai eu ma première année d'école de notariat à l'écrit. Alors l'oral, c'était du droit rural. Alors le droit rural, si vous avez jamais vu un code rural et que vous pointez à l'examen, ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, ça n'a pas fonctionné. J'avais la possibilité de récidiver, de redoubler. Et puis j'ai préféré créer des entreprises parce que, mu par une conviction que l'entreprise est quelque chose d'assez juste, on pourra peut-être en parler derrière, et très sain, j'avais envie de faire mes armes dans ce secteur-là. Et je trouvais que le courant libéral était un courant juste parce que le pouvoir, il n'appartient pas au chef d'entreprise, il appartient au consommateur. Donc on doit tous les jours essayer d'être à la hauteur des attentes des consommateurs. Et donc on n'est jamais en position de force. Qu'est-ce que vous allez créer comme entreprise ? Je vais créer une entreprise dans la communication d'abord. Une entreprise qui vend du conseil de communication aux collectivités locales parce que j'avais beaucoup fréquenté dans les années 80 les milieux politiques. J'étais sur la liste de Jacques Chaban-Delmas, qui était le maire de Bordeaux. C'était des mandats de 50 ans à l'époque, c'est incroyable. Il était député maire de Bordeaux pendant près de 50 ans, quasiment, 48-49 ans. Et donc, je connaissais très bien ce milieu politique, que j'avais aussi fréquenté dans le monde de la presse. Et donc, je vais leur vendre de l'accompagnement dans les années 89-90, quand je suis tout jeune, j'ai 23-24 ans. C'est ce que j'allais vous dire. Comment vous réussissez à faire cela ? Parce que par 2 fois, Jean-Marc Dumontet, vous allez convaincre alors que vous êtes très jeune et ou que vous ne connaissez pas le métier. Mais on va y venir plus tard. Je crois qu'on occupe toujours la place qu'on veut occuper. Si on s'en donne les moyens, évidemment, et si on est sérieux et à la hauteur. Donc, et on parlait de la jeunesse tout à l'heure qui vous pousse. Et vous ne vous posez pas de questions. Moi, j'avais considéré à l'époque que les milieux politiques avaient un regard sur la presse qui était totalement décalé et contre-productif pour eux. C'est-à-dire qu'ils considéraient vraiment que la presse était un ennemi. Je considérais que le rôle des politiques, s'ils étaient malins, c'est d'essayer d'amadouer la presse. La presse, elle doit demeurer libre. Et moi, voilà, une mauvaise critique d'un spectacle ne me fera jamais peur. Au contraire, elle me rendra service. Et vraiment, je crois en la presse. Moi, j'ai eu des papiers épouvantables sur moi. Ça m'a pas changé ma vie et je pense que c'est toujours des alertes et que la vérité elle est au milieu entre ce qu'on pense, ce que les autres pensent de vous. La vérité elle est au milieu, donc je suis vraiment pour une presse libre et je me rendais compte que les politiques n'avaient pas cette appréhension-là et qu'ils considéraient que la presse était un ennemi et qu'ils voulaient à tout prix que la presse soit un courroie de transmission. La presse n'est pas votre courroie de transmission. C'est à vous en revanche d'entretenir des bons rapports avec elle pour le moment venu, si vous avez un souci ou si vous avez un message à passer, qu'il soit plus à l'écoute. Voilà, et c'est ça que j'ai vendu. C'est ça que j'ai vendu parce que et je le vendais effectivement au président du conseil régional de l'époque parce que il me semblait que je pouvais lui apporter quelque chose. Voilà, donc j'avais pas de souci à aller le solliciter parce qu'en face, je lui faisais une proposition qui m'apparaissait honnête, fondée, sérieuse et clairvoyante pour lui. Jean-Marc Dumontet, alors que tout, finalement, vous pousse peut-être à la politique, à 25 ans, il y a une révélation pour vous. Comment vous vous intéressez au monde du spectacle ? Je m'intéresse pas plus que ça au monde du spectacle, quitte à déconstruire des mythes. J'ai la grande chance, quand j'ai 22 ans, de travailler, ça va être le seul emploi salarié de ma vie, pour le président du conseil général de la Gironde, qui s'appelle Jacques Valade, qui a été ministre sous Chirac, qui était le dauphin de Chaban, qui était un monsieur pour qui j'avais beaucoup d'estime, intellectuelle et personnelle, et ensuite d'être sur la liste de Jacques Chaban-Delmas en position non éligible. Et au fond, au travers de ces 2 expériences, il y en a une qui va durer 4 mois et l'autre qui ne va pas aboutir. Ça me fait prendre conscience que mes motivations par rapport à la politique tiennent peut-être aussi à une certaine forme de vanité. Parce que la politique, c'est très grisant, vous êtes devant, c'est une époque où l'argent coule à flot,
où on vous envoie des chauffeurs alors que vous avez 20 ans parce que vous travaillez pour Jacques Chaban-Delmas et que ça n'a pas beaucoup de sens, et donc que ça vous flatte. Oui. Que ça vous flatte, c'est pour ça que je parle de vanité. Oui. Et que même si ma volonté de faire passer des idées, d'avoir des idées, de vouloir les défendre est importante, je me rends compte malgré tout que ça flatte chez moi, comme ça peut flatter chez d'autres, une certaine forme de vanité. Et là, je vais prendre du recul par rapport à ça, et c'est là où je vous parle justement en préambule tout à l'heure de ce qui me semble la pertinence et la justesse du monde de l'entreprise. C'est que dans le monde de l'entreprise, on ne flatte pas des vanités. Vous êtes au service. Le verdict, il est immédiat. Le consommateur, il vous suit ou vous suit pas. Bien il sûr. adhère à vos projets ou il adhère pas. S'il y adhère pas, vous valez rien. Et je trouve que c'est très sain. Et je trouvais qu'il y avait, et j'ai cette chance-là, parce que je suis assez jeune quand j'ai cette réflexion à 23, 24 ans, j'ai cette chance de me dire, tiens, la politique, ça flatte peut-être des choses qui sont pas les meilleures chez toi. Donc, c'est pas forcément le lieu où t'as intérêt à aller persévérer. Et dans les défis que va te lancer le monde de l'entreprise, c'est ça qui va te permettre de te révéler. Pour revenir au spectacle, quand je faisais de la presse, je suivais une compagnie qui s'appelait la compagnie Roger Louret, d'un metteur en scène aussi fantasque que génial. Et vraiment, il était fantasque. Et vraiment, il était génial. Et je les suivais parce que j'ai écrit des articles sur eux. Et un jour, on m'invite, on me dit vraiment, il y a un spectacle qui s'appelle La Java des Mémoires. Et c'est Olivier Clavry, un des membres de la compagnie, qui m'appelle, qui me dit, il faudrait vraiment que tu vois ce spectacle. On est en octobre 91 et je vais voir ce spectacle. C'est magnifique, c'est à Montclar, en Agenais, 900 habitants, tout petit bled. Roger, il est le metteur en scène de Pierre Palmade, de Muriel Robin, d'Elie Moon, de Bedos Robin, quand Muriel avait joué avec Guy Bedos. Et je vois ce spectacle, et je le trouve sublimissime. Et je dis à Roger, écoute, je sais pas faire, mais je vais vous aider. Voilà, et je vais essayer. Et on part dans cette aventure, on va coproduire, on va être 3 coproducteurs. On va coproduire ce spectacle, moi je vais le produire à Bordeaux en février 92 pendant 6 semaines. Et on va faire 8 mois au Théâtre de la Renaissance. Ce sont mes premiers pas. C'est une aventure exaltante. C'est important le mot d'aventure parce que c'est quelque chose qui me constitue et qui me reflète bien. C'est une aventure exaltante parce qu'on part de rien, Montclar en Agenais, enfin rien, c'est beaucoup Montclar. Oui. Mais c'est un petit endroit perdu. On va à la Renaissance à Paris. On va être nommé au Molière en mars-avril 93 et c'est le début d'aventure. Et dans le monde du spectacle, il y a des aventures en permanence et moi j'aime ça, au fond, fondamentalement. Il y aura une autre aventure qui va aussi porter ses fruits, c'est les années Twist aux Folies Bergères que vous allez coproduire. Vous arrivez à convaincre de cette capacité, vous avez seulement 25 ans, mais vous avez aussi les moyens de vos ambitions, Jean-Marc Dumontet. Je ne sais pas si j'ai les moyens de mes ambitions. Oui, j'essaye de me les donner, j'essaye d'être à la fois très ambitieux et puis très sérieux. Je crois que j'ai cette chance-là. C'est-à-dire que quand je parle de quelque chose, c'est à peu près sérieux et quand j'ai un projet, il est à peu près étayé. À la suite de la Java des Mémoires, il y avait effectivement un spectacle qui s'appelait Les Années Twist, toujours par Roger Louret. Et autant le premier n'avait pas du tout marché, malgré nos enthousiasmes, nos efforts et un succès d'estime incroyable, autant les années Twist, ça va me faire comprendre que dans un spectacle, il faut évidemment veiller à sa qualité, mais ensuite il y a une alchimie particulière, la rencontre avec le public, quelque chose de très particulier qui s'opère ou pas. C'est incroyable parce qu'en vous écoutant, vous parliez de vanité, vous parliez de ces choses-là et vous disiez il y a un rapport au consommateur, à la proposition et finalement on retrouve un petit peu cela aussi dans le spectacle parce qu'il y a le consommateur, il y a l'adhérent Bien sûr, et il y a le spectateur bien sûr. qui vient aussi trouver un plaisir et quelque part en étant producteur, cela flatte aussi votre regard. Donc quelque part, on ne dira pas vanité, on dira reconnaissance. Est-ce que ça vous parle ? Non, ça me parle pas parce que ce que j'entreprends de façon extrêmement égoïste et impudique, je l'entreprends par rapport à moi-même. Je ne me donne pas des missions particulières. J'ai une grande mission, c'est d'essayer de ne pas être trop insatisfait de Jean-Marc Dumontet. Et ça me prend du temps et de l'énergie. Donc, j'ai la chance de ne pas chercher la reconnaissance. Vous voyez, vous avez commencé en disant que j'étais chevalier des arts et des lettres,
mais c'est le truc qui n'existe pas pour moi. C'est le truc qui n'existe pas. Un jour, j'ai reçu un courrier. On ne m'a pas remis cette décoration parce que je n'adhère pas à ce principe. Il m'est arrivé d'être sollicité pour d'autres décorations. Ça ne m'intéresse pas. J'ai la chance. Peut-être que c'est extrêmement prétentieux, justement. Mais j'ai la chance de rien attendre du regard des autres. Ce que j'essaye de faire, c'est d'être à peu près satisfait. On a une vie, elle est courte, elle doit être dense. Et donc, j'essaye de la rendre dense. Voilà. Et j'essaye, au travers des spectacles dont on parle, oui, j'ai une immense reconnaissance personnelle quand je vois une salle heureuse. Mais c'est pas parce qu'ils vont dire c'est Jean-Marc Dumontet, ça ne trahit pas un instant la pensée des spectateurs. Mais j'ai cette immense reconnaissance de me dire, mais qui est personnelle, de me dire, ben voilà, là, tu as été à la hauteur de tes enjeux, tu as été à la hauteur des attentes, tu es au niveau où tu dois être. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est pas absolument pas pour le regard des autres, mais le regard que vous avez sur vous-même, et c'est très personnel dans ce que vous venez de nous dire. Jean-Marc Dumontet, vous avez du nez parce que vous allez repérer de nombreux artistes, à commencer par Nicolas Canteloup. Il fallait quand même pouvoir le voir, un jeune talent, imitateur à l'époque. Cela a ensuite dérivé sur d'autres artistes, d'Alex Lutz, je le disais tout à l'heure, à Fari, Verino, Panayotis Pascotte, Philippe Cavrivière, Les Coquettes et bien d'autres, j'imagine. À ce moment-là, dans votre carrière, au gré de ce qu'on vient de se dire, vous prenez aussi conscience et vous avez la réflexion que pour lancer des artistes, il faut des salles. Et ces salles-là, vaut mieux les avoir à soi pour lancer les artistes qu'on produit. Vous allez donc essayer d'obtenir plusieurs salles, vous allez en acheter plusieurs. C'est le meilleur moyen de propulser les artistes que vous voulez faire découvrir et que vous continuez de faire découvrir. Mon histoire, effectivement, est très liée à Nicolas. Quand je rencontre Nicolas en 98, il y a déjà Laurent Gérard dans la place. Et dans la tête de tout le monde, un deuxième imitateur ne peut pas rentrer en lice. Le terrain, il est occupé. Et la zone de jeu, elle n'est pas extensible. Donc, c'est impossible pour quiconque de penser qu'un deuxième imitateur peut intervenir. J'ai pas du nez, j'ai des exigences. Voilà, la question de l'intuition, je sais pas. La question de l'exigence, oui. Je vais dire à Nicolas, tous les jours, tu écris des textes. Tous les jours, tu m'envoies des textes. Tous les 15 jours, tu as des nouvelles voix. Et j'ai l'immense chance avec Nicolas d'avoir quelqu'un qui est au diapason de cette exigence et de ce travail. Et souvent, d'ailleurs, quand on parle de notre parcours, on dit on va dire on a fait notre première scène. Voilà. Et avec Nicolas, je vais avoir beaucoup de mal à trouver une salle. On va être refusé, par exemple, au point virgule, alors que le sketch que va présenter Nicolas, il est vraiment très bon, il est à la hauteur, mais on est refusé pour plein de raisons. Et puis, c'est le droit des programmateurs. Et on va atterrir dans une salle qui est le Théâtre Trévise à 22h30 au mois d'octobre, en plein hiver. C'est compliqué, c'est rude. Et je me rends compte que j'ai tout fait le boulot en amont. On a beaucoup travaillé, on a eu beaucoup d'exigences. J'ai changé de metteur en scène, j'ai récusé des sketchs, j'ai exigé beaucoup de Nicolas, qui était au diapason vraiment. Mais que pas avoir de salle, c'est très déroutant parce que votre carrière, elle est malmenée parce qu'au moment où vous avez envie de vous lancer, vous pouvez pas vous lancer. Voilà, il y a pas un championnat du monde. Hein. Il faut essayer de trouver le créneau pour se faire une place. Et moi, à l'époque, je suis à Bordeaux parce que je vais être très longtemps à Bordeaux. Je vais résider jusqu'en 2010 à Bordeaux. J'ai pas de réseau, pas de relais. Et c'est assez infructueux d'aller essayer de démarrer avec un artiste dans ces conditions-là. Et je vais me rendre compte, on parlait d'aventure tout à l'heure, que quand vous avez une salle, effectivement, vous pouvez lancer des aventures. Et ça va être... Mais c'est très banal, vous savez, c'est dans la grande distribution, il y a le producteur, il y a le distributeur, et puis parfois, quand en façon verticale, vous arrivez à tout assembler, vous êtes encore plus puissant. Et c'est un raisonnement que je vais me faire assez rapidement, en me disant, si tu as une salle, tu peux avoir des certitudes, et les talents que tu vas essayer de déployer, de développer, tu pourras leur donner toute leur chance. Et moi, mon devoir, c'est de leur donner toute leur chance. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que ça explique que j'ai effectivement progressivement racheté des salles, parce que ça me permet de lancer des projets, que ce soit des artistes en solo ou des spectacles, hein, parce que je vais aussi beaucoup sur des spectacles. J'ai démarré dans l'humour, aujourd'hui je vais beaucoup sur des spectacles. Et avoir des salles, ça vous permet de lancer des projets.
Vous parlez d'humour, vous allez créer un festival, le FUP, le Festival d'humour de Paris, depuis 10 ans aujourd'hui. En 2017, vous allez aussi créer un festival du théâtre français en Israël. Vous allez le lancer avec Steve Fissa. Et puis cette même année, vous créez à Paris le festival Parole citoyenne. En regardant la programmation cette année, on va en parler, j'ai réalisé que vous n'étiez pas comédie, c'est-à-dire vous aimez beaucoup l'humour d'une part, mais d'autre part vous préférez les spectacles, la dimension sociétale. Je ne sais pas si je préfère, parce que dans quelques jours, on va créer au Cirque d'Hiver le spectacle d'Alex Lutz. Alex, qui est vraiment un artiste génial et qui va m'émouvoir, qui va me faire rire et qui va me transporter. Parce que je trouve qu'il a un talent inouï. J'entends par là, vous n'êtes pas comédie de boulevard. C'est ça que je veux dire, Jean-Marc Dumonté. Oui, je suis moins comédie de boulevard. Et j'ai eu la chance, depuis le Théâtre Antoine, au fond, depuis 2012, de défendre des spectacles, on va dire, sociétaux. Ça a commencé par Inconnu à cette adresse, qu'on avait fait déjà il y a 10 ans, qu'on vient de reprendre avec Jean-Pierre Daroussin, qui a été... Jean-Pierre Daroussin, et Stéphane Guillon, puis Pascal Elbé, qui est un magnifique spectacle mis en scène par Jérémy Lippmann, mais on l'avait déjà fait il y a 10 ans avec 19 distributions différentes, dans une formule un peu plus dépouillée. Et au travers de ce spectacle, au travers d'un autre spectacle qui s'appelle Les Chatouilles, que portait Andrea Bescon, dont j'ai été le mécène pendant 4 ans avant de le produire, et puis au travers d'un spectacle qui m'a beaucoup marqué, de Jean-Claude Grimbert, qui s'appelle L'être ou pas, sur l'antisémitisme, qui est un spectacle incroyable, que portaient Pierre Arditi et Daniel Russo. Je me suis pas familiarisé avec ces thèmes, parce que ces thèmes, je les portais, parce que quand on a parlé de mes engagements quand j'étais tout jeune, donc tout ce qui tourne vraiment autour des questions sociétales ou politiques me passionne, mais je me suis rendu compte que le théâtre aussi était un média très puissant, et que je pouvais dire des choses au travers de ces spectacles. Et donc, j'ai eu envie, et ça, c'était autour de Chatouille et autour de L'être ou pas, j'ai eu envie d'avoir un festival qui est dédié à ces grandes questions sociétales, qui sont très larges, un festival qui puisse me servir aussi de laboratoire pour lancer des spectacles, parce que, voilà, vous avez une objurgation d'être prêt le jour J, et c'est comme ça qu'on a créé le spectacle sur Simone Veil, par exemple, avec Christiana Reali, qui a été écrit par Christiana et puis un de mes anciens collaborateurs qui s'appelle Antoine Maury. Donc c'est vraiment des productions qu'on a menées de A à Z chez nous. Et c'est un lieu donc de création forte pour nous. C'est un lieu où aussi je fais répondre le théâtre public et le théâtre privé. On accueille des spectacles du théâtre public. Et c'est un lieu où je mets en exergue des spectacles qui m'ont fortement intéressé. Et vous voyez... ce laboratoire est assez extraordinaire. Il y a 2 ans, on avait un spectacle qui s'appelait Interruption, mis en scène par Anna Lévin avec Pascal Arbillot, sur l'interruption volontaire de grossesse, issu d'un livre de Sandra Vinazova sur des témoignages de femmes. Et c'est un moment de liberté pour les femmes, ce spectacle. C'est un hymne à la liberté des femmes. Et ce spectacle, je devais le jouer une seule fois. Et j'ai tellement aimé ce spectacle que derrière, on l'a joué 60 fois la saison dernière. On le jouait encore cette semaine en tournée. On va le rejouer sans doute au Théâtre de la Concorde au mois de juin. Et voilà, ce festival, il sert à ça. C'est un laboratoire pour nous. Ça me permet vraiment... Hier, on avait le premier débat autour de Vive, donc sur la question de l'inceste au Théâtre Libre. Et je me disais pendant le spectacle, au fond, tu fais ton job. Tu fais ton job parce que ces questions des violences sur les enfants, de l'inceste, il faut en parler, en reparler. On a l'impression qu'on a tout dit, mais c'est pas vrai. Chaque fois que je sensibilise une personne supplémentaire, elle sera plus vigilante par rapport à ses enfants, par rapport à ses voisins, par rapport à son entourage. Et la société progresse comme ça. Et je pense que nous, on a ce devoir, et que moi, en tout cas, je me le donne à mon échelle, sans faire la leçon et sans prétendre à autre chose que ça. Mais j'ai des outils, j'ai des lieux, je les utilise pour faire passer des messages qui, à mon sens, font avancer la société. On en parle, on continue d'en parler avec vous dans un instant, Jean-Marc Dumonté, pour le festival Parole citoyenne qui se déroule en ce moment jusqu'au 22 mai. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, juste après le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
15h30 passé d'une minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Tsahal annonce avoir frappé un quartier général du Hamas à Darshtoufar dans l'est de la ville de Gaza, ainsi que des dizaines de terroristes et des zones de lancement de missiles. L'armée israélienne a par ailleurs émis en début d'après-midi des ordres d'évacuation à Beit Hanoun dans le nord du territoire palestinien. 100 000 personnes ont remonté l'autoroute vers Jérusalem ce matin contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son gouvernement. Les marcheurs l'accusent de dérive antidémocratique et dénoncent la poursuite de la guerre contre le Hamas qui se fait, selon eux, sans considération pour les 58 otages encore détenus à Gaza. Le Kremlin accuse l'Ukraine d'aller à l'encontre des efforts russo-américains en vue d'un règlement de la guerre. Il lui reproche de ne pas s'être plié immédiatement à la suspension des frappes contre les sites énergétiques, conclue la veille par Donald Trump et Vladimir Poutine. À ce sujet, présidents américains et ukrainiens doivent s'entretenir cet après-midi. Un tribunal néerlandais a condamné 4 individus pour des violences commises contre des supporters de football israéliens à Amsterdam en novembre dernier. Violences qui avaient choqué le monde et suscité des accusations d'antisémitisme. On y reviendra dans le journal de 16h. La France s'exprime sa profonde préoccupation après l'arrestation du maire d'Istanbul, principal opposant politique au président turc. Ekrem İmamoğlu est accusé de corruption et de terrorisme. Le Quai d'Orsay souligne que cela pourrait avoir des conséquences lourdes sur la démocratie turque. Enfin, la CFDT participera à la poursuite des négociations prévues demain entre partenaires sociaux sur les retraites. Mais le conclave ne peut pas continuer tel qu'il existe, a prévenu ce matin la secrétaire générale du syndicat, Marie-Lise Léon. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Jean-Marc Dumontet, mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, le producteur Jean-Marc Dumontet pour le festival Paroles citoyennes qui se déroule en ce moment, jusqu'au 22 mai au Théâtre Antoine, au Théâtre Libre à Bobino et aussi au Théâtre Juliette Récamier. C'est une nouveauté cette année. Toutes les informations sont à retrouver sur paroles-citoyennes.com. Mais l'occasion de revenir sur ce que nous disions tout à l'heure, Jean-Marc Dumontet, vous faites démarrer des spectacles. Est-ce que cette année, il y a un spectacle précis ou peut-être un coup de cœur que vous attendez de voir dans ce laboratoire, voir comment il prend ? Ah non, parce que vous savez, c'est la fameuse question sur les enfants qu'on préférerait. Donc, ce serait assez malvenu pour moi de dire, écoutez, oubliez, il y a 9 spectacles, mais il y en a un seul qui m'intéresse. Mais c'est pas vrai, moi j'y vais... Alors, c'est vraiment un moment assez joyeux pour moi, parce que j'ai choisi les spectacles, mais je n'ai pas participé au travail autour de ces spectacles forcément. Alors certains, oui, parce qu'on a engagé des travaux d'écriture très lourds, donc je suis beaucoup intervenu. Mais c'est beaucoup de spectacles que je vais découvrir, et j'y vais avec un œil neuf et gourmand. Donc j'ai envie de vous dire, faut tout voir, parce que la programmation, chaque année, on l'estime riche. Si je peux dire qu'on fait clore le festival cette année, c'est pour ça qu'il va jusqu'au mois de mai, parce qu'on a voulu rejouer le spectacle de Christiana Reali au profit de la Fondation des Femmes, à la demande de Christiana, et j'y adhère évidemment bien volontiers. Ce sera le 12 mai. C'est le 12 mai, parce que c'est une année où le 17 janvier, nous avons fêté les 50 ans de la loi Veil, et que c'est important de faire vivre cette personnalité si forte de notre République. Donc voilà, ce spectacle-là, que je connais,
que j'ai la chance d'avoir accompagné, qui a été largement accueilli et favorablement et fortement par le public, et l'engagement de Christiana Reali font que c'est pas un spectacle nouveau. Donc je peux en parler librement et sereinement, sans dénigrer les autres, que je n'ai pas encore découvert, que je n'ai pas la chance d'avoir découvert. Voilà. Vous parliez de Simone Veil, Les combats d'une effrontée. Oui. Et bien justement, Charlène Villemer nous a fait une chronique sur cette pièce de théâtre aujourd'hui. Au théâtre. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Marc et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au Théâtre Antoine où se jouera Simone Veil, Les combats d'une effrontée pour clôturer le festival Parole citoyenne. Une pièce pour raconter avec force et émotion le destin hors du commun d'une femme qui a marqué l'histoire. Effrontée, il fallait l'être pour survivre au camp de la mort. Il fallait l'être aussi pour affronter le mépris et l'indifférence qui attendent les rescapés à la libération. Et il fallait surtout une audace folle pour défendre les droits des femmes dans une société qui les cantonne encore à la discrétion. Mais la parole de Simone Veil, tournée vers l'avenir, résonne-t-elle encore aujourd'hui ? Est-elle porteuse d'espoir pour la jeune génération ? C'est la question posée à Camille, ancienne étudiante et invitée dans une émission de radio. Aujourd'hui, nous recevons Camille Vallée, tout juste titulaire d'une thèse très remarquée intitulée « Simone Veil, les combats d'une effrontée, phénoménologie d'un parcours biographique ». Bonjour et bienvenue à vous, Camille Vallée. Bonjour. Se plonger dans la vie de Simone Veil, c'est comprendre une femme à la fois moderne et conservatrice, forte et fragile. Tout commence un 11 septembre 1941 à La Ciotat. Simone, alors adolescente, est énoncée avec ses frères et sœurs pour avoir chanté l'Internationale. Une enquête est ouverte. Ses enfants sont de race et de confession israélite, écrit-on dans un rapport. Laïcs et républicains, leur père se retrouve pourtant pointé du doigt, coupable d'être né juif. C'est là que commencent les vrais dangers. Sur scène, Christiana Reali, Molière 2022 de la meilleure comédienne, nous bluffe littéralement dans ce rôle qu'elle endosse avec une justesse saisissante. Chignon impeccable, tailleur Chanel et collier de perles, cette silhouette familiale pourrait figer Simone Veil dans une image bourgeoise et rigide. Mais l'interprétation vibrante de l'actrice transcende les apparences et révèle une femme de combat, de faille, vulnérable et sensible. Les plus belles heures de ma vie sont celles où je suis sur mon lit. J'aime beaucoup être sur mon lit. C'est ici que j'ai préparé tous mes examens et encore aujourd'hui, je travaille très souvent sur mon lit. Il y a des papiers partout, c'est absolument épouvantable. Mais le moment que je préfère plus que tout, c'est quand je suis encore allongée, que les enfants viennent me voir. Ils sont là et on est tous à bavarder. On ne voit pas le temps passer. Ce lit, c'est plus qu'un lit. C'est un peu comme un radeau. Déportée à Auschwitz-Birkenau à 16 ans, Simone Veil survivra à l'horreur et fera de sa vie un engagement. Magistrate, ministre de la Santé, elle impose en 1974 la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, malgré des débats d'une violence inouïe. Première présidente du Parlement européen, sage du Conseil constitutionnel, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en 2018, elle entre au Panthéon, elle entre définitivement dans la légende. Une légende que le festival Parole citoyenne met à nouveau à l'honneur sur les planches du Théâtre Antoine, l'un de vos théâtres, Jean-Marc Dumontet, une adaptation des mémoires de Simone Veil, une vie publiée il y a presque 20 ans. Simone Veil, Les combats d'une effrontée sera donc joué le 12 mai prochain au Théâtre Antoine et diffusé en ce moment sur France Télévisions à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Une pièce essentielle à voir pour surmonter ce désir de revanche, sinon la barbarie ne meurt jamais. Merci beaucoup Charlène Villemer. Je rajoute que ce sera donc à 19h. Toutes les informations sont à retrouver sur parolecitoyenne.com. L'occasion de revenir évidemment avec vous sur le thème que vous avez choisi cette année, Jean-Marc Dumontet, les guerres et les identités. Il y a une programmation assez incroyable. Je voudrais qu'on écoute la bande-annonce. Celles qui ont vécu ça ne peuvent plus rien dire. Parce que c'est l'histoire de déchirure. Déjà 300 noyés, et ce n'est pas fini. Les nazis ont fait du ghetto une prison surpeuplée. La loi pour mourir dans la dignité. Des juifs allemands, autrichiens et tchèques. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent. La réalité, c'est que plus il y a de laïcité, moins il y a de racisme. L'abolition de la peine de mort en France. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Jean-Marc Dumontet, dans cette programmation cette année, il y a 2 pièces à soulever également. Celle de Thomas Mizraki qui a écrit un livre l'année dernière qui s'intitule Le dernier soir sur la fin de vie.
Il y a aussi sur les migrants Marie Gillin qui sera sur scène le 31 mars dans la pièce Ça ne passe pas de Claudine Galéa. Beaucoup d'autres sujets évidemment à évoquer. Je recommande chaudement de venir regarder toute la programmation avec des sujets extrêmement forts et variés, jamais les mêmes. Donc en effet, les 9 jours à venir sont très prometteurs. J'imagine que vous serez sur les 9 dates. Je serai bien évidemment sur les 9 dates. J'ai été très ému d'entendre cette chronique sur ce spectacle de Simone Veil, les combats d'une effrontée. C'était vraiment une effrontée. Moi, je suis heureux d'avoir trouvé ce titre parce qu'elle avait l'image d'une dame, j'allais dire d'une femme. J'avais l'impression de déjà ne pas être courtois, d'une grande dame un peu austère. Et c'était quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, qui avait de la fantaisie. Vous avez entendu ses propos sur son lit, et on pense tout de suite à Marceline, parce moi j'ai les images, elle et Marceline sur le lit. Voilà, donc c'est très émouvant. Et là, vous venez de nous donner quelques extraits, effectivement, de notre programmation sur le dernier soir, par exemple, ce livre qui est assez troublant. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est une dame qui est une de ses connaissances lui a confié le terrible soin de l'accompagner quand elle aura décidé de partir. Et un jour, elle l'appelle, c'est le jour. Et il se rend donc même pas à son chevet, parce qu'elle n'est pas malade, cette dame, mais elle a décidé d'en finir pour plein de raisons. Même si psychologiquement, c'est quelqu'un qui est tout à fait stable, tout à fait normal, tout à fait bien, mais elle a décidé qu'elle choisirait. Et c'est un livre très très troublant qui appelle plein de questions sur sa responsabilité à lui, qui sont assez terrifiantes d'ailleurs. Et cette dame est dans une logique d'émancipation totale, mais elle lui fait porter un fardeau qui est invraisemblable. Et j'espère qu'on saura, c'est Guillaume de Tonquédec qui a décidé de nous faire partager ce moment. J'espère qu'on saura saisir toute la violence de ces moments-là et toute la violence de nos sociétés qui ne sont pas capables de nous donner à chacun le choix absolu, parce que toute la société française est d'accord, et puis des religieux, des politiques, des conservateurs. Votre chroniqueuse a parlé de conservatrice ou conservateur pour Simone Veil, je la suis pas du tout, c'était pas du tout quelqu'un de conservateur, quelqu'un qui chante l'Internationale à 15 ans, et pas forcément une des figures du conservatisme. Mais voilà, nos sociétés parfois sont assez sclérosées, alors que ses membres ont envie de pouvoir choisir. Donc on va participer à ce débat-là, comme on va participer avec ce texte « Ça ne passe pas » sur les migrants que va porter Marie Gillin, est un texte tout à fait bouleversant sur notre indifférence. Je crois que c'est le pape qui l'avait dit à Marseille, il avait parlé de l'indifférence, notre indifférence qui était un fléau. Notre indifférence est insupportable. Notre indifférence est insupportable. Entendre un Premier ministre a priori centriste parler de submersion migratoire est insupportable, Nous avons une chance inespérée de vivre dans un pays libre, dans un pays riche, et nous devons aussi tendre la main. Nous devons savoir tendre la main. Voilà, donc ce festival, oui, il va aborder des thèmes très riches, mais qui à chaque fois vont nous interpeller dans nos consciences, au fond. Voilà, et c'est en ça que je trouve grave. Mais c'est peut-être pas la meilleure promotion qu'on puisse en faire. Non, mais en tout cas, c'est grave. Voilà. Au contraire, pas du tout, Jean-Marc Dumontet. Vous parliez du mot débat tout à l'heure. Il y aura justement un débat ouvert au public, animé par des personnalités de tous horizons à chaque fin de spectacle. Il y a 3 ans, vous aviez reçu Badinter et puis François Hollande. Cette année, vous aurez qui ? Cette année, alors on est en train de boucler la liste, et c'est parce qu'on a c'est comme quand je fais les Molières, vous avez des listes qui sont établies, et puis la veille évidemment il y a des gens qui ne viennent pas. Donc Robert Badinter, c'était assez certain puisqu'on a présenté une de ses pièces, et on a eu la chance d'avoir ensuite Robert Badinter pendant plus d'1 heure avec nous, et c'était un cadeau immense. François Hollande, il venait parler de ce très beau texte qu'avait écrit Antoine Léris, « Vous n'aurez pas ma haine ». Et donc, il nous a donné son témoignage. Là, c'était juste avant le Covid, c'était le 9 mars 20. Je ne sais pas encore tout à fait la liste et on l'annonce pas forcément, parce que très souvent, on a des défections, mais toujours très heureuse. On a reçu, quand on a fait le spectacle avec Alice Taglioni il y a 2 ans, sur Veldiv, mis en scène par Alex Lutz qui a repris ce spectacle en tournée. On avait Esther Seno qui est venue,
Et là aussi, ça a été des témoignages assez bouleversants. Il y a toujours des très beaux témoignages. Ensuite, un programme comme ça, il se bâtit, se déconstruit, se rebâtit en permanence. C'est très honnête. Donc je Jean-Marc préfère, Dumontet. Vraiment, c'est très honnête. Mais on a des débats qui durent 45 minutes, qui sont... hier, on avait le débat autour de Vive, donc de l'inceste, qui sont de grande tenue, qui sont vraiment préparés et qui ne sont pas un addendum qui serait indigeste. Jean-Marc Dumontet, il y a quelques minutes, nous parlions ensemble de la presse. Oui. On va en parler ensemble avec le billet du jour, avec Leslie Valency du collectif Agité tout de suite. Le billet du jour. Depuis plus de 24 heures, les bombardements israéliens sur Gaza font la une des médias. Ce qui se passe est bien sûr terrible, personne ne le conteste. Mais comment cet événement est-il couvert par la presse ? Le collectif, à juste titre, a analysé cette résonance médiatique, relevé quelques biais et préoccupations. Leslie Valency, vous décortiquez pour nous. Merci Cyrielle. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair et limpide. Compter les morts, discuter les chiffres, c'est indécent. Cette tragédie, elle ne fait aucunement débat, mais la façon dont on la raconte, elle, mérite d'être questionnée. Parce que cette offensive israélienne a résonné dans la presse française comme rarement. Près de 3000 articles, reportages, analyses, et c'est normal. Il s'agit bien là d'un événement majeur de cette guerre. Mais au-delà de l'ampleur de la couverture médiatique, des biais narratifs apparaissent. D'abord, un biais de contexte. C'est un fait. Le porte-parole de Tsahal affirmait hier que cette offensive a permis de déjouer une attaque d'envergure du Hamas. C'est encore un fait. Des négociations étaient en cours, bloquées par le refus du Hamas de libérer les derniers otages, vivants ou morts. Mais cette chronologie, elle disparaît dans la majorité des articles. Alors comprendre une histoire, aussi tragique soit-elle, c'est en restituer l'enchaînement, supprimer ces éléments, et il ne reste qu'une accusation. Donc ce n'est pas seulement ce qui est dit, mais ce qui est omis qui pose problème. Exactement, et ça nous amène à notre second biais, l'équilibre des sources. Quand on regarde ces 3000 publications, on s'aperçoit que plus de 80% d'entre elles s'appuient exclusivement sur une seule source. Je vous la donne en mille, le ministère de la Santé du Hamas. Alors bien sûr, en journalisme, on dit qu'il vaut mieux une source qui fâche que pas de source du tout. Mais une source unique, c'est un problème, surtout lorsqu'elle est reprise sans précaution, sans même un simple conditionnel pour la forme. Et c'est d'autant plus flagrant qu'en face, les sources israéliennes sont mises à distance. Lorsqu'un responsable israélien s'exprime, il est anonymisé. Lorsqu'un porte-parole de l'armée israélienne parle, il revendique. Donc d'un côté, on a une source reprise sans filtre et de l'autre, une source systématiquement relativisée. Troisième biais, et pas des moindres, dans la plupart de ces articles, le Hamas est présenté comme un acteur politique rationnel. Un mouvement palestinien qui joue le jeu diplomatique. Le Hamas réclame un cessez-le-feu, le Hamas exige un retrait israélien, le Hamas pose des conditions pour une trêve durable. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans ces négociations, le Hamas refuse fermement toute démilitarisation et élude la question des otages. Tout ça, c'est factuel. Ce n'est pas un avis, c'est une donnée. Et pourtant, elle est largement absente du traitement médiatique. Est-ce que ces biais médiatiques, au fond, est-ce qu'on pourrait estimer qu'ils sont dangereux ? Et pourquoi, selon vous, Leslie Valency ? Alors oui, Cyrielle, parce qu'ils nourrissent un phénomène croissant. Et ce phénomène-là, c'est la nazification d'Israël dans l'espace public. Israël, État criminel par essence, qui agit sans raison, qui bombarde sans justification. Et cette perception, elle a des conséquences directes. Alors ce n'est encore une fois pas moi qui le dis, mais c'est l'American Jewish Committee. Leur radiographie annuelle de l'antisémitisme montre une constante. Dès qu'un événement majeur lié à Israël est largement repris par la presse, les actes antisémites flambent. Et c'est pas une coïncidence. Mais ce qu'on déplore aussi au sein du collectif à juste titre, c'est que d'autres drames passent sous le radar. S'indigner des horreurs de chaque guerre, c'est une évidence. Mais en France, l'actualité est tapée par deux choses. Ce qui se passe chez nous, et c'est ce qu'on appelle, comme vous le savez, en journalisme, la loi de proximité, et ce qui se passe en Israël. On parle du Congo, on parle du Soudan, on parle de la Syrie, mais jamais avec la même ampleur. Et même l'Ukraine, qui est pourtant une guerre européenne, est surtout couverte sous l'angle des stratégies militaires, des alliances, rarement sous l'angle des bilans humains. Alors je dois vous avouer qu'on est fatigué. On est fatigué de se poser chaque jour cette même question.
No Jews, no news. Merci beaucoup Leslie Valenzy du collectif Agité. Éventuellement, si il y a une réaction de votre part, Jean-Marc Dumontet, du moins pour la façon dont la presse travaille, est-ce que vous observez une différence avec la façon dont vous avez travaillé, vous, à l'époque, en tant que journaliste ? Alors, d'abord, il y a une explosion des médias colossale. Il y a 20 ans, au moment où il y a 30 ans, au moment où Internet n'existait pas ou prou, Libération, c'était un journal qui était publié toutes les semaines, tous les jours, pardon. Le Point, c'était toutes les semaines. Or, depuis, Le Point, ils ont un site Internet. Donc, à partir du moment où ils ont un site Internet, tous les jours, ils nourrissent. Et tout le monde nourrit. Donc, il y a une explosion et une concurrence de l'information. Et l'information, c'est un marché comme un autre. Et donc, les journalistes sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, il y a des mouvements d'ampleur. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, on est très exigeant avec Israël. On est extrêmement sévère avec Israël. C'est bien. C'est un État démocratique, c'est le seul État démocratique dans la région. Et donc, on a beaucoup plus d'exigences avec un État démocratique qu'avec une dictature. C'est bien, c'est normal. Et Israël, puisque c'est une démocratie, doit être à la hauteur. Et d'un côté, on peut être choqué par le comportement de Netanyahou et d'un certain nombre de ses affidés d'extrême droite. Et de l'autre côté, on peut être heureux de voir des manifestations de 100 000 personnes pour se plaindre de Netanyahou. D'un côté, on doit se dire que c'est inquiétant, cet illibéralisme au bout d'un moment du gouvernement d'Israël, et de l'autre côté, voir qu'il y a des résistances. Israël est au centre de tous les jeux. Israël est instrumentalisé par des forces politiques. On le sait en France, on va pas reparler de LFI parce que c'est accablant pour eux, c'est accablant pour nous. J'ai juste envie de dire une chose. LFI a fait 9% aux dernières élections. Mélenchon a fait 20%. Je ne crois pas que leur stratégie est payante. Elle est très bruyante, elle est très nocive, elle est très nauséabonde. Elle n'est pas pour autant payante. Juste pour se donner aussi quelques facteurs d'optimisme. Mais on attend beaucoup d'Israël. Israël doit être à la hauteur. Et aujourd'hui, on est dans un monde, et c'est extrêmement heureux, on l'a vécu il y a 5 ans avec le Covid, où la vie, ça a un prix. Et en ça, on progresse, on va vers un monde civilisé. Au nom du prix de cette vie, le Hamas doit vraiment être éradiqué, incontestablement. On ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est le camp occidental, c'est le camp démocratique, on est beaucoup plus exigeant. On ferme les yeux sur toutes les dictatures. Maintenant, moi, j'attends qu'Israël soit aussi à la hauteur en termes démocratiques, qu'Israël respecte davantage le peuple palestinien, pas ces pseudo-dirigeants, parce que c'est des gens qui n'ont jamais été élus, qui ont accaparé le pouvoir et qui sont les pires ennemis de leur peuple. Mais c'est une bonne chose qu'on soit exigeant avec Israël. Et je veux qu'Israël soit à la hauteur. Une dernière question. Comment, selon vous, Jean-Marc Dumontet, une démocratie doit se battre contre le terrorisme ? C'est extrêmement compliqué. Nous, on doit... Et on est en position de faiblesse. On est en position de faiblesse parce que le respect de l'état de droit nous interdit certaines choses. Donc, mais moi, je crois que les démocraties doivent toujours triompher, même si on est dans un grand moment d'incertitude, un énorme moment d'incertitude qu'on n'a jamais vécu, avec la grande puissance occidentale qui tout à coup est imprévisible et où on se demande même si tout à coup les États-Unis ne vont pas basculer eux aussi vers un régime illibéral. On doit être encore plus vigilant. On a des failles, mais je crois à notre incontestable supériorité, qui est la supériorité de notre civilisation, du progrès qu'on incarne et qu'on doit incarner. Tout de suite, Jean-Marc Dumontet, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, on débriefe ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est votre portrait dans les yeux, le regard de Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour tout le monde, dans les yeux mais dans les oreilles. Et là, j'avoue que j'en ai vraiment pris un maximum. Et je crois que si j'ai envie de démarrer ce portrait, c'est avec l'adjectif de aiguisé. Parce que
vos oreilles sont aiguisées, votre regard est aiguisé et tout ce que vous avez posé est extrêmement aiguisé. Alors, vous nous avez même ouvert sur de l'exigence qui n'est pas triste, qui n'est pas sclérosante, mais qui se permet d'être optimiste, jamais rassasié et qui va découvrir plein de domaines. Et ça commence en fait avec la politique, oui, mais avec la presse. Et vous commencez là à vous passionner quelque part pour les systèmes, à trouver, si ce n'est pas des biais, en tout cas les failles, et de pouvoir vous dire, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas, voilà ce que je peux apporter, voilà ce que j'ai à dire. Et commence déjà à résonner là quelque chose de votre vérité, puisque vous le dites, on ne peut pas vendre autre chose que ce en quel on croit. Alors, vous ne l'avez peut-être pas dit tout à fait comme ça, mais je l'ai reçu de cette façon-là. Et donc, j'entends chez vous quelque chose d'une passion pour les systèmes et des organisations. Et l'autre terme qui est venu émailler tout votre discours, c'est l'entreprise. C'est entreprendre. Et là aussi, c'est quand même une belle mécanique à la fois d'élan, d'engagement et d'impossibilité à être rassasié. Et très intéressant comment vous appuyez sur le modèle de la grande distribution, y compris pour le labo, que vous venez chercher au niveau du théâtre. Il y a également chez vous ce côté de la stratégie, mais là encore, c'est une stratégie qui ne vient pas fermer, mais qui reste ouverte. Et vous y mettez de l'aventure, parce que c'est jamais fini. Et également, vous l'associez au devoir, ce devoir de donner la parole, ce devoir d'ouvrir des sujets extrêmement compliqués, comme la fin de vie, comme l'inceste. Finalement, tous ces mots, tous ces sujets qu'on met un petit peu sous le manteau, vous permettez de les réouvrir. Alors, j'ai bien envie de venir conclure ce que vous donnez comme une vie. La vie est courte, elle est dense, et de proposer en fait d'autres mots comme exigence, entreprise, vérité. Parce que là aussi, sur votre vérité, elle n'est pas sclérosante, votre vérité. Même si vous dites que tout part de vous et que vous déconstruisez les mythes, mais vous venez quand même positionner la vérité quelque part entre deux pôles. Merci Véronique Zana. Merci. Le petit mot de la fin, c'est celui-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J pour ce joli portrait. Tout de suite, c'est la fin de cette émission. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup Jean-Marc Dumontet d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Vous êtes venu nous voir pour le festival Parole Citoyenne qui se déroule en ce moment jusqu'au 22 mai au Théâtre Antoine, au Théâtre Libre à Bobino et au Théâtre Juliette Récamier. Toutes les informations sur parolecitoyenne.com. Merci pour cet échange. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec le journaliste Benjamin Muller pour le podcast Scandale à l'école dédié à l'antisémitisme. À demain sur Radio J.